monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat. On est là, on est encore là, comme le disait le suprême NTM, et on sera encore là. Saison 1, épisode 63 comme le Clermont Foot 63, actuellement 15e de Ligue 2 avec 22 points et un bilan de 5 petites victoires, 7 matchs nuls et 11 défaites, dont 5 lors des 5 derniers matchs de championnat, une catastrophe. Courage aux supporters du Clermont Foot 63. Au sommaire de l'émission, ce soir, Bezalel Smotrich veut encourager l'émigration des Palestiniens. Qu'en pensent les débatteurs du soir? Débat dans quelques minutes. Le tour de l'info du soir a été cuisiné par Laura Amouyal et elle a ajouté quelques gouttes de sauce piquante mesurée à 1 million sur l'échelle de Scoville à la fin de sa préparation. Ça s'annonce très épicé. La gauche française dans son ensemble est dans la tourmente suite au meurtre de Quentin Derenc à Lyon, du centre-gauche à l'extrême-gauche. Ils se sont tous accoquinés avec la jeune garde lors des dernières élections législatives. Aujourd'hui, certains prennent leur distance et d'autres assument leur lien avec ce groupuscule. La gauche est-elle KO? Débat à 21h30. Et nous interrogerons ensuite Lauriane Bernard du média Frontières à ce sujet. Et interview du tac au tac avec une candidate au municipal dont vous connaissez tous la chanson. Surprise, en fin d'émission, garçon, quand on lève la cédille, ça fait garcon. Et vous découvrirez enfin la suite des aventures de Julien Assal à 21h54. Découvrons tout de suite le casting du soir. Ça se débat, saison 1, épisode 63, en compagnie de Nathanaël Slama. Bonsoir Nathanaël, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous avez rappelé beaucoup de fois, en parlant du Clermont-Ferrand 63, du chiffre 5-5-5. Ça me rappelle le 5-0 que Marseille a pris au Parc des Princes contre Paris. Je suis encore traumatisé de cette soirée-là. Sinon, ça va. Je pense que Julien Assal est aussi encore traumatisé de cette soirée-là. D'ailleurs, je pense aussi, on me dit dans l'oreillette, que peut-être que sa carte blanche portera aussi sur Marseille. Nathanaël Slama, oui. Vous êtes là ce soir, l'émission existe encore. Cette chaîne est toujours debout, contrairement aux rumeurs qui circulent un peu partout. Voilà, effectivement, c'est peut-être une période difficile, mais nous sommes encore là. C'est bien de faire taire certaines rumeurs aussi. On existe. On existe, on est encore là. Et on est, vous savez, le peuple d'Israël, c'est le peuple qui a toujours été le plus... qui a entendu toujours ses horizons funéraires et qui finalement a enterré les autres. Donc, on a les Romains qui sont passés par-dessus et ça fait comme ça jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup de rumeurs, il ne faut pas s'en fier, il faut s'attendre sur les faits. Et tant que nos téléspectateurs aiment regarder nos émissions, alors ils continueront à faire vivre cette chaîne, quoi qu'il arrive. Et on salue évidemment tous les vautours qui attendent qu'on crève. Amir Badran, bonsoir, comment allez-vous? Raphaël, ça va. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous me faites une petite infidélité. Mais vous êtes aussi fidèle à votre camarade Alexandre Bensoussan. D'ailleurs, vous êtes inséparables tous les deux. Vous allez débattre, mais sans moi. Racontez-nous. J'ai été invité pour un débat concernant un peu la question de l'État d'Israël. Avec notre amie Marie Smadja. Avec Marie Smadja, l'excellente Marie. Excellente. Voilà, nous allons débattre tous les deux. Moi, je ne savais pas que ça allait être Alexandre, mais en fait, finalement, on se trouve tous les deux. Parce que vous êtes les deux juristes, les deux avocats de cette émission. Exactement. Entre autres, pas uniquement, mais c'est vrai qu'on va aborder des sujets qui vont toucher un peu au juridique, mais aussi au social et puis à la géopolitique. Est-ce qu'il faut séparer l'État de la religion? Quelle nuance ça peut avoir quand on parle de l'État d'Israël étant un État juif ou démocratique? Démocratique avant ou démocratique après? Voilà. Mais vous savez ce que j'aime bien avec le binôme que vous formez avec Nathanaël et celui que vous formez aussi avec Alexandre, c'est que vous vous affrontez sur ce plateau, mais avant vous vous saluez chaleureusement, après vous vous saluez chaleureusement. Il y a toujours une bonne atmosphère sur ce plateau, bien que vous ne pensez pas pareil. Et même vous arrivez à vous retrouver en dehors de cette émission pour parler, pour discuter, pour faire avancer le débat d'idées. Et c'est ce qu'on fait tous les soirs. Et je vous en remercie à tous les deux. Et je remercie... Tant qu'on se respecte, évidemment. Voilà. Et on peut toujours se changer des idées, même si on n'est pas d'accord. Exactement. Je vous félicite pour ça, Amir Badran. Et on retrouve à Paris Rachel Bourlier. Bonsoir Rachel Bourlier. Comment allez-vous? Bonsoir. Écoutez, très bien. Je suis ravie de vous retrouver.
Je voulais vous conseiller, je ne sais pas si le film est sorti en Israël, mais j'ai eu le plaisir de découvrir un vrai chef-d'œuvre qui d'ailleurs obtient 8 nominations aux Oscars, Hamlet, la vie de la femme de William Shakespeare, un film de Chloé Zhao, je ne sais pas si mon voisin l'a vu, et je vous conseille chaleureusement, c'est une pure merveille, ça vous caresse l'âme, ça vous bouleverse. Les 8 nominations ne sont pas volées, et j'espère que la comédienne, d'ailleurs, va avoir l'Oscar de l'interprétation féminine. Rachel, merci pour cette recommandation cinématographique. Mais vous avez peut-être un message aussi pour nos téléspectateurs très fidèles qui, évidemment, entendent ces rumeurs sur la disparition de cette chaîne, ce n'est pas le cas actuellement, et on est encore là. Ah oui, on est là, j'espère. Oui, j'ai entendu... également des rumeurs, mais j'espère que nous allons continuer d'être ensemble. Et moi, j'ai le plaisir d'être avec vous et que une longue vie à cette chaîne. Et d'ailleurs, est-ce que vous m'invitez à venir vous rejoindre quand je serai de passage à Tel Aviv en plateau ? J'ai beaucoup d'amis qui me proposent à chaque fois des personnalités qui vous suivent. Et si je peux me permettre de vous donner un nom, j'ai un ami que j'ai eu au téléphone, pas des moindres, Richard Attias, qui vous suit et qui m'a dit quand je serai de passage à Paris, est-ce que je peux passer dans cette émission que j'aime beaucoup ? Voilà, j'ai donné son nom. Il aimerait beaucoup participer à votre émission. Et à vos côtés, Gérard Mordillac. Bonsoir Gérard, comment allez-vous ? Quel plaisir de vous retrouver ce soir dans Ça se débat. Voilà, moi aussi, je tiens la place. Exactement. Eh ben, merci beaucoup à vous et merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs à i24 News et à cette émission. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question, la stratégie israélienne actuelle est-elle la bonne face au Hezbollah ? Vous êtes d'accord à 71% avec Marilyn Smadja, qui organise ce fameux débat entre Alexandre Bensoussan et Amir Badran. Et à la question, la France insoumise doit-elle être mise hors d'état de nuire ? Vous êtes 96%, c'est énorme, avec Jean-Michel Cohen. Passons tout de suite au premier débat de cette émission. Le ministre israélien Bezalel Smotrich a appelé à encourager l'émigration des Palestiniens afin, je cite, d'établir la souveraineté israélienne sur ces territoires. Cette déclaration a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. Émigration des Palestiniens, Bezalel Smotrich a-t-il dérapé ? Amir Badran a répondu oui et Nathanaël Slama a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 63, face à face numéro 1. C'est parti. Amir, vous commencez. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs qui voteront ensuite sur le compte Instagram d'I24 News. Nathanaël, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Oui. On est prêt en régie. Amir, c'est à vous. Alors voilà, Bezalel Smotrich, c'est un petit raciste messianique qui croit en fait dans le grand Israël, ce qu'on appelle le territoire d'Israël, sans aucun arabe à l'horizon. D'ailleurs, il en est fier, il ne le cache pas. De son passé, il a été longuement dans un but de la section du terrorisme juif du Shin Bet israélien. Et il a été arrêté avec 7 jerrycans d'essence pour vouloir incendier des familles arabes. Non. Et c'est ça la personnalité. C'est triste, mais aujourd'hui, cette personnalité-là fait office de ministre de la trésorerie israélienne. Et c'est uniquement du fait qu'il tient le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans ses mains et qu'il le menace parce que sans lui, il n'y aura pas de gouvernement, c'est pour ça qu'il reste là. Nathanaël Slama. Alors, ce n'est pas un dérapage, puisque c'était un meeting avec ses militants et les participants de son parti, qui est la Tzionut Hadati, qui est le parti sioniste religieux. Maintenant, il faut comprendre que le processus de paix des accords d'Oslo a été une expérience qui a échoué quelques semaines après la signature de ces accords. On est sur des litres de sang, des kilomètres carrés de parterres gorgés de sang. Pourquoi ? Parce que nous avons en face de nous les Palestiniens qui n'ont qu'un seul but, c'est de nous saigner, de nous mettre à terre. Donc, quand on a tout essayé,
de leur donner une autorité palestinienne, de leur donner l'indépendance, de leur donner des territoires peut-être à Gaza, il faut peut-être penser à une autre solution. Cette solution, c'est quoi? C'est pas de les transférer ou de les expulser, mais de leur permettre d'émigrer ailleurs. Nous avons vu, après le 7 octobre, que si les Palestiniens, même si leur économie repose sur Israël, le fait de venir travailler dans l'équipe de team chez les Israéliens, ça ne les empêche pas de venir après, un samedi matin, égorger, tuer, mutiler des gens justement par haine raciale. Merci. Donc, oui, une migration voulue s'il faut. Merci beaucoup. Évidemment, vous n'appelez pas au départ des Palestiniens d'Israël et de Judée-Samarie et de Gaza. Vous dites, vous êtes en faveur de leur proposer la possibilité de partir. C'est ça que vous dites, attention. C'est-à-dire, non, ce que je veux dire, ce qu'il a dit, c'est que si au final, on se rend compte que de donner un État, une aspiration nationale aux Palestiniens en Palestine, ça a amené plus de terrorisme dans la rue israélienne, alors il faut peut-être les amener vers un autre but, qui est peut-être de leur permettre un avenir ailleurs. Mais vous croyez que les Palestiniens ont le droit de vivre en Cisjordanie et à Gaza? Il faut entendre Gérard Mordia. Oui, je réponds très rapidement. S'ils respectent l'État d'Israël, le fait que l'État d'Israël soit existe, alors oui. Gérard Mordia, vous avez entendu les deux argumentaires. J'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec Amir Badran. On vous écoute. Non, moi je suis épouvanté d'entendre ce type de proposition parce que, évidemment, le spectre historique nous rappelle comment les nazis avaient pensé qu'il serait très juste d'envoyer tous les juifs à Madagascar, par exemple, d'aller ailleurs. Et quand on a cette image en tête, je trouve ce type de proposition non seulement criminelle, mais horrible au regard de l'histoire. De même qu'en France, le fils Karsfeld, lui, a proposé carrément de faire des rafles. Je veux dire, mais on est dans une folie, et moi je pense qu'il faut combattre cette folie parce que ça n'amène que des morts et ça n'amène aucune solution d'aucune sorte. Je crois qu'il est tout à fait possible que les Palestiniens et que les Israéliens vivent côte à côte, comme historiquement, pendant très longtemps, les Juifs et les Arabes ont vécu côte à côte sans qu'il y ait plus de problèmes qu'il y en a en France entre les Auvergnats et les Bretons. Rachel Bourlier, il faut dire la vérité aussi aux téléspectateurs. Il n'y a pas que Bezalel Smotrich dans la classe politique israélienne, même s'il fait des déclarations qui nous font réagir et qui font réagir également en France. Mais du côté de l'opposition, et Amir Badran ne va pas me contredire, Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz, etc., même s'ils ils ne proposent pas la même chose que Bezalel Smotrich, ils ne sont pas non plus en faveur du désengagement de la Judée-Samarie. Oui, mais alors, soyons clairs, rappelons une évidence, tous les Juifs sont partout chez eux, je voulais le dire, en Israël. Donc ça, je voulais être claire là-dessus. Mais Smotrich a une manière de dire les choses, il met le feu aux poudres, et Israël est déjà assez isolé sur la zone diplomatique, en tout cas, sur la scène diplomatique, pardon. Et ce que je trouve quand même assez surprenant, depuis son retour de Washington, on ne l'entend pas beaucoup en ce moment, le Premier ministre israélien. Et même si, en effet, dans son parti, il n'y a pas que Ben Gvir, Smotrich, il y en a des plus modérés. Donc, on ne les entend pas non plus. Donc, ça serait quand même bien qu'ils se manifestent. Alors, ils ne partagent pas tous cette idée-là et ils ne demandent pas à tous les Arabes israéliens de partir. Il y en a qui sont déjà partis. Alors, je précise juste une chose. Bezalel Smotrich ne fait pas partie du Likoud, Itamar Ben-Gvir non plus. Ils sont membres de la coalition gouvernementale, ils ont leur propre parti. Mais on a entendu, par exemple, hier, une déclaration du ministre de l'économie, cette fois, Nir Barkat, qui lui proposait autre chose. Il proposait la suppression de l'autorité palestinienne et la création de modèles façon émirati, avec des sortes de petites municipalités autogérées dans les territoires, sous la force, comme des Émirats, des municipalités avec plus et là, il n'y a pas d'expulsion de Palestiniens. On ne parle pas d'expulsion. Ou de départ volontaire de Palestiniens. La pierre fondamentale, c'est premièrement de dire que maintenant Israël a compris qu'il faut rester en Judée-Samarie. Donc on continue à s'enraciner dans la Judée-Samarie.
on construit en Judée-Samarie. Yair Lapid ne veut pas quitter la Judée-Samarie non plus. Hein. Il l'a dit il n'y a pas longtemps chez nos confrères de d'LCI. D'ailleurs, Darius Rojbin, qui l'avait interviewé, ressort souvent cette vidéo pour dire, regardez, même dans l'opposition israélienne, Yair Lapid dit, Dieu nous a donné cette terre, on va la garder. Aujourd'hui, l'installation israélienne en Judée-Samarie rentre dans le consensus de la société israélienne. Donc forcément, la question de qu'est-ce qu'on fait avec les Palestiniens qui sont là-bas, alors, on peut donner une réponse. Vous savez, cette histoire d'émirat, ça permet aussi de répondre à une question. Vous savez qu'un jeune de Hebron ne peut pas se marier avec une jeune fille de Shrem, parce que ce n'est pas les mêmes tribus. Le peuple palestinien, c'est une invention du XXe siècle. Donc, on va arrêter cette invention-là. On va arrêter cet État palestinien qui, de toute façon, n'a que le but, c'est de... L'invention du peuple israélien, c'est pareil. Non, c'est pas une invention. Faut qu'on avance. On a un oracle bien plus profond. Faut qu'on avance. Vous devrez demander à des historiens qui ont écrit des bouquins en disant que merci à tous. n'existe pas, c'est le peuple des Khourazim. Merci à tous. Mais on peut dire des aberrations tant qu'on veut. Merci à tous. On peut dénier des millions et des millions de Palestiniens en disant qu'ils ne sont pas des peuples, qu'ils ne sont pas un peuple. Merci à tous pour ce débat consacré à la Judée-Samarie et aux déclarations de Bezalel Smotrich. Passons maintenant au tour de l'info. Et j'imagine, chers téléspectateurs, que vous l'attendiez. Nous allons évidemment parler de la situation en Iran avec les États-Unis, Israël et ces négociations et ces menaces de guerre qui grondent dans la région. Alors, je commence avec vous, Gérard Mordia. C'est un article de nos confrères du média américain Axios, souvent très bien informés sur les coulisses de la Maison-Blanche. L'administration Trump est de plus en plus proche d'une guerre majeure au Moyen-Orient que la plupart des Américains ne le pensent. Elle pourrait éclater très prochainement. Une opération militaire américaine en Iran prendrait probablement la forme d'une campagne massive durant plusieurs semaines qui ressemblerait davantage à une véritable guerre qu'à l'opération ciblée menée le mois dernier au Venezuela selon certaines sources. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir du Moyen-Orient, cette guerre potentielle qui se prépare ? Je pense que ça doit vous inquiéter autant que moi. Je veux dire, Trump qui se conduit comme le grand sorcier du clan néo-fasciste a décidé de passer à l'attaque. Évidemment, c'est pas lui qui ira se battre et ceux qui seront les victimes de ces attaques ne le verront jamais de près ni de loin et lui pourra toujours rouler des mécaniques et se dire qu'il est le grand guerrier, celui qui a rétabli je ne sais quoi, parce que je ne crois pas que le peuple iranien se libérera de la théocratie qui le gouverne avec un accord, avec un apport d'une troupe d'occupation. Je pense que le peuple se libérera par ses propres forces et que toute agression extérieure ne fera que renforcer la cohésion à l'intérieur du pays et ne servira en rien la liberté des Iraniens. Et c'est évidemment, si malheureusement cette chose se produit, eh bien, ça sera un crime de guerre à ajouter au crime de guerre auquel nous assistons aujourd'hui. Amir Badran, je vais vous lire la suite de l'article d'Axios, parce que ça concerne directement Israël. Accrochez-vous. Les sources ont indiqué qu'il s'agirait probablement d'une campagne conjointe américano-israélienne, d'une portée beaucoup plus large et plus existentielle pour le régime que la guerre de 12 jours menée par Israël en juin dernier, à laquelle les États-Unis se sont finalement joints pour détruire les installations nucléaires souterraines iraniennes. On ne va pas faire du macro, on va parler de nous. Est-ce que vous vous attendez à ce que les Israéliens dorment mal, dorment dans les abris, se réveillent avec le bruit des explosions dans les prochains jours ? C'est ça qui nous attend ? Je ne sais pas le dire parce que je ne crois qu'il n'y a aucune personne qui peut le dire d'une manière certaine. Voire même Trump même ne peut pas le dire. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'on sait, c'est qu'Israël est en train de pousser l'administration américaine à être engagée dans une guerre. Mais il y a quelques jours, les médias disaient le contraire, qu'Israël calmait les États-Unis parce que le système de défense antimissile n'était pas prêt à recevoir des missiles et des missiles des Iraniens. Et on disait aux Américains, calmez-vous. C'est ce qu'on dit. On veut la guerre, mais pas maintenant. On est en train de s'arranger pour avoir cette guerre-là. Et cela ne me laisse pas moins inquiet. Au contraire. Vous savez, celui qui veut éviter la guerre fait tout pour ne pas avoir une guerre, non pas se prépare pour faire la guerre.
le passage de Benjamin Netanyahu à Washington était justement pour mettre en place la technique, la stratégie, le bon moment pour attaquer. Et lorsque Trump était là en disant nous, on a envie de traiter un seul point et non pas plusieurs points vis-à-vis de l'Iran, c'était Israël qui était en train de dire non, il faut aller dans une guerre. Donc vous pensez qu'Israël a autant d'influence que ça à la Maison-Blanche? Madame Al-Slama. Oui, on n'a pas vu un Premier ministre israélien aller autant de fois à Washington et avoir autant d'influence sur le chef de la plus grande puissance du monde. Vous savez, cette histoire de l'Iran, ça nous fait beaucoup d'émissions déjà. On a parlé beaucoup de choses et on ne sait pas qui aura raison au final. C'est une des formations que nous faisons à l'armée quand on est dans un parcours de combattant. On nous apprend ce qu'on appelle le Harafel Masloul, c'est-à-dire le nuage d'inconnu qui est devant toi et d'être prêt à toutes les éventualités. Ce n'est pas quelque chose qui est en l'air. C'est vraiment tu peux te retrouver, aller dormir à 9h du soir, tu crois que tu vas passer une bonne nuit, au final on te réveille pour aller faire une marche de nuit de 30 km. Donc, on est en ce moment dans un nuée d'inconnus. Il faut être prêt à toutes les éventualités et se tenir prêt et espérer que tout se passe comme il faut. Mais est-ce qu'Israël a son appui et a un poids aujourd'hui dans l'équation? Évidemment que oui. Et c'est une bonne chose puisque c'est les intérêts d'Israël qui seront défendus en tout cas, dans cette... voilà, je ne veux inquiéter aucun de nos téléspectateurs, mais la dernière fois que j'étais en plateau et que le bandeau qui s'affichait ici était une guerre imminente entre Israël et l'Iran, le soir même, il y a eu une alerte. Et donc, c'était l'opération israélienne qui était déclenchée. Voilà. Donc, je ne le souhaite pas, pour être franc avec vous, je ne le souhaite pas non plus. Mais voilà, on ne sait pas et on n'est pas dans le secret des tout-puissants. Rachel Broglie, on vous écoute. Vous savez, c'est terrible parce que quand vous avez posé la question à Amir Madran, pour la première fois, alors qu'on en a fait des émissions ensemble, j'ai réalisé que, en fait, en France, même en Europe, on est très privilégiés, on ne se rend pas compte, et que vous, en Israël, c'est vous qui, quand vous avez dit, est-ce qu'on va aller aux abris ? Et nous, on est là en train de parler, en train de commenter, en train de dire oui, il faut que Israël, il faut que l'Iran attaque, il faut que les États-Unis attaquent pour protéger. En effet, il faut que on peut pas laisser le peuple, la population iranienne sans défense face au régime des mollahs. Mais en même temps, vous êtes là courageusement en train de supporter la population iranienne, mais vous allez être, en effet, peut-être dans quelques heures, on ne sait pas, sous les bombes, puisqu'on le sait, 12 minutes si des missiles balistiques partent de l'Iran sur Israël. Et c'est un drame. Et nous, on est là sur le plateau en train de penser à vous et en train de commenter. Donc, on ne peut pas se mettre à votre place et c'est effrayant. Pour la petite anecdote, je changeais les plaquettes de frein de ma voiture à l'arrière à la première attaque des Iraniens. J'ai eu le temps de finir de changer les plaquettes et d'aller à l'abri. Donc, on vit à l'ombre de la menace. Allez, on est parti sur les anecdotes. On était sous les bombes des Iraniens. Il n'y avait pas de crèche pour ma fille. Ma femme travaillait de la maison. Moi, je travaillais parce qu'on est obligé de donner les informations. Évidemment, c'est notre travail. J'étais avec ma fille. Je lui dis, voilà, on va aller au parc. On était resté longtemps dans les abris, etc. On s'est dit, il n'y aura plus d'attaque. On sort, je la prépare, etc. Elle avait hâte. Elle avait moins de 2 ans à ce moment-là. Elle avait hâte d'aller au parc et on sort de la maison, on fait 50 mètres et là, ça sonne encore. Elle n'a pas compris. Évidemment qu'elle ne peut pas comprendre, la pauvre. On a fait demi-tour et... Parc, ben non, il n'y avait pas, on ne pouvait pas. Voilà, c'est le quotidien de beaucoup d'Israéliens et c'est triste. Gérard Mordia, on voit aussi qu'il y a ces négociations sur le nucléaire et d'un côté, on se dit peut-être que ces négociations vont aboutir ou peut-être que ces négociations sont juste un jeu de dupes. Lorsqu'on voit que J.D. Vance, le vice-président américain, qui est peut-être le moins va-t-en-guerre de cette administration, qui est plutôt isolationniste, lui-même dit dans une interview à Fox News que les Iraniens ne veulent pas respecter les lignes rouges de Donald Trump. Peut-être que lui-même a été convaincu que finalement la guerre était inévitable alors qu'il l'était contre à la base. Vous savez, je me souviens, dans les années 80, j'ai tourné un film sur la pensée stratégique et le général Poirier avait expliqué qu'un des facteurs de paix dans la confrontation à ce moment-là entre l'URSS et les États-Unis, c'était que tout l'état-major soviétique était composé d'hommes
qui avaient connu la guerre, pour qui ce n'était pas une abstraction, pour qui ce n'était pas un jeu, et que cela était un facteur, disons, de modération, etc. Et je crains qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ceux qui sont justement à la tête de l'administration, qui ne connaissent pas la guerre, qui l'ont vue à la télé, qui l'ont vue au cinéma, qui s'imaginent que c'est un jeu, évidemment, un jeu vidéo, sont prêts à y aller parce que ça paraît excitant, amusant, etc. Israël, ça fait 2 ans et demi qu'on de est ce en qu'est guerre. la réalité. Faut qu'on avance. Israël est en guerre depuis 2 ans et demi. bien sûr, donc mais on ça, peut c'est pas- autre chose. Oui. Bon, alors si c'est autre chose, alors... Non, Il est mais là. je parle des États-Unis. C'est la pub. Je parle Pareil, des États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais connu sur leur Bien sûr. territoire une troupe d'occupation. Bien sûr. Et ils n'ont jamais connu la guerre sur Bien leur sûr. territoire. vrai. Sinon, Merci. la guerre civile. Peut-être que c'est ça qui se passera, parce que je pense Merci, Gérard. qu'aux États-Unis, des voix s'élèveront pour empêcher cette guerre. Merci, il est l'heure de marquer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite sur A24 News. Restez avec nous. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Géopolitique, conflit, diplomatie, société. Les événements s'enchaînent, se répondent, s'influencent. Ils sont les pièces d'un même puzzle. Nos regards croisés, nous relions les points de vue au-delà des frontières et des clichés. Analystes, experts, témoins, des voix différentes, une même exigence. Regards croisés, poser les bonnes questions et voir le monde autrement. Le grand oral sur A24 News, c'est chaque lundi à 21h30.
des politiques, des experts, des artistes, des auteurs, pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Rachel Bourlier, Gérard Mordia, Amir Badran et Nathanaël Slama. Et pour introduire le second débat de cette émission, je vais vous lire un article de nos confrères de France Info. Mort de Quentin Derenque, Rachida Dati met en cause toute la gauche. Je cite Rachida Dati, évidemment, dont Emmanuel Grégoire, son adversaire au municipal. La ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris reproche à la gauche d'avoir bénéficié du soutien de la Jeune Garde, un collectif antifasciste suspecté d'être impliqué dans la mort du jeune militant identitaire Quentin Derenque, passé à tabac vendredi à Lyon. Cette déclaration a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs. Mort de Quentin, toute la gauche a-t-elle une responsabilité morale dans cette affaire ? Et on part évidemment des propos de Rachida Dati. Rachel Bourlier a répondu oui et Gérard Mordia a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 63, face à face numéro 2, c'est parti. Rachel, vous avez la main, vous commencez. 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Gérard, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Vous avez 1 minute pour convaincre. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Oui. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore le timer, donc il y a un petit problème technique. Je réexplique les règles. Si vous dépassez la minute, évidemment, j'utiliserai ce buzzer pour vous couper la parole. D'accord. On ne se coupe pas la parole pendant son face-à-face. Et en plus de ça, sachez une chose, c'est que les téléspectateurs pourront voter pour vous. Et demain, nous découvrirons les résultats. Est-ce que la régie est prête ? On n'aura pas le timer, mais vous inquiétez pas, on va respecter le temps. Rachel, c'est à vous. On l'a. Rachel, c'est à vous. Magnifique. Est-ce que la gauche... D'accord. Est-ce que la gauche est responsable de la mort de Quentin ? Oui. Alors, bien évidemment, pas par une action directe, mais par une complicité, par une complaisance et donc par une complicité. On ne peut pas le matin crier au Front républicain et le soir s'allier avec des incendiaires de LFI. Il faut se mettre dans la tête d'un gamin de 20 ans à qui on dit toute la journée « Tu es notre fer de lance du mouvement et c'est toi qui nous protège ». Le gamin se prend pour Superman, il se croit protégé, il se dit qu'il a une impunité totale. Surtout quand le lendemain du meurtre, parce qu'il faut appeler ça un meurtre du jeune Quentin, on a Jean-Luc Mélenchon qui dit que la Jeune Garde, ce sont des alliés. Il a toute la bienveillance et toutes les choses qu'il pense en bien de ce mouvement et de ces jeunes militants. C'est une honte. Et celui qui a tenu des propos très justes, c'est Gérard Darmanin. On ne peut pas, sacrifier ses principes sur l'autel des voix pour ses voix, pour des élections. Et on ne peut pas mourir à 20 ans. Gérard Mordia, vous avez un peu plus de 60 secondes, c'est à vous. Depuis 5 jours, la majorité des médias, mais aussi François Ruffin, Glucksmann, Emmanuel Macron et toute l'union des droites jusqu'à les plus extrêmes, reprennent le narratif des néo-nazis de Némésis pour transformer les agresseurs en victimes. C'était comme ça. Alors heureusement, aujourd'hui, le Canard enchaîné, Mediapart, à l'attaque, contre-attaque, et beaucoup d'autres médias, vidéos à l'appui et témoignages à l'appui, mettent en évidence qu'il s'agissait d'une embuscade créée par l'extrême droite qui a mal tourné. Ils étaient en surnombre, ils étaient surarmés et ils se sont fait battre. Alors ça a amené cette mort tragique de ce jeune homme, mais en réalité, c'est ça qui s'est passé. Alors il ne faut pas retourner les faits sont ça, et l'implication de la gauche est ignoble, et en particulier de la France insoumise. C'est les fascistes qui ont fait ça. D'ailleurs, rappelons qu'il y a
en France, depuis 2022, 11 morts et 22 blessés graves du fait d'attaques néofascistes. Merci beaucoup, Gérard Mordia. Juste, pour selon vous, je vous relance rapidement, selon vous, François Ruffin et Raphaël Glucksmann font partie de ce grand mouvement de la droite ? Non, ils font partie de ceux qui, bêtement, ont repris le narratif d'extrême droite sans rien vérifier. Vous pouvez diffuser ce que diffuse le Canard enchaîné. Ils ont montré les choses. Mediapart l'a montré aussi. Ils ont des témoignages. Ça a été une embuscade pour les gens qui allaient assister à la conférence de Rima Hassan. Ça n'a pas tourné à l'avantage de l'extrême droite. C'est terrible parce que ça a créé ça a provoqué cette mort. Et évidemment, cette mort est insupportable. Mais quand fera-t-on une minute de silence pour tout... Non, c'est pas une mort, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Et d'ailleurs, on a une pensée pour les parents de Quentin. Merci. Il était au sol, ils étaient à plusieurs, et on a les vidéos, et c'est un meurtre. Il a été tué, c'est un meurtre. Regardez bien les vidéos des autres, ils sont surarmés, ils sont en surnombre, etc. C'est une rixe. On va rester très prudent parce que dans une l'enquête est en rixe, cours. il peut y avoir des morts. Justement, en tant que juriste, et même, j'avoue ne pas connaître bien les faits, donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais je peux très bien faire une analogie avec ce qui est en train de se passer entre colons et Palestiniens dans les territoires occupés, en Cisjordanie exactement. Vous savez, très récemment, il y a quelques jours, il y a eu une bande de colons qui ont fait, non pas une embuscade, mais presque. Ils ont menacé toutes 13 familles à Jéricho. Ils ont dû partir de chez eux et il y a des gens, des colons qui sont venus avec des tracteurs pour démolir tout un village. Et vous savez, des situations comme ça, après, ce sont les Palestiniens qui se font arrêter, qui se font pris en justice. Le problème... Non. Le problème, c'est qu'on est en train de vivre une situation terrible où la vérité n'a aucun sens. Même les images qu'on voit, les images qu'on avance, sont des images d'un point de vue d'un angle différent. Rachel veut réagir. La vérité n'a plus aucun sens. Après, on a une invitée. Oui, je peux pas laisser. Alors, je peux pas laisser dire la même chose parce que là, il y a une grande différence. C'est que il y a une personne qui s'appelle Raphaël Arnaud, qui a deux de sa garde rapprochée. Raphaël Arnaud, il est député. Et donc là, la comparaison d'Amir, elle est pas du tout. Je peux pas l'accepter, c'est pas la même. Quand on laisse rentrer des personnes qui font partie, il est député. Donc quand on a des assassins, parce que ce jeune garçon qui est mort, il a été. Alors il y a une enquête en cours, mais il y a des personnes concernées qui sont mises en cause, et on a donc des membres de la jeune garde qui sont proches. Donc exactement. Et Raphaël Arnaud est député, c'est un membre. Et quand on a et combien il y a d'identitaires qui sont au Rassemblement national? Alors je vais dire une chose. Si ça avait été un skinhead, et que Jordan Bardella avait dit. Mais je soutiens, je suis fière, moi. Mais il l'a fait. Non, il ne l'a pas fait. Mais jamais de la vie. Alors, s'il y avait eu un mort, et que Jordan Bardella avait dit, mais je suis fière, moi, je suis fière et je le soutiens. Mais non seulement, la droite tout entière se serait désolidarisée. Et là, comme c'est la gauche, là, il y a. Nathanaël Stama veut parler. Nathanaël Stama veut parler. Mais c'est une honte. Les chiffres officiels, 12 morts ont été provoqués par l'extrême droite. 22 blessés graves depuis 2022. Merci. C'est les chiffres officiels je vais vous dire une chose, Gérard et Raphaël aussi. Vous savez, il y a toujours eu de la violence dans la rue. Qu'elle soit politique ou qu'elle soit dans d'autres sujets, il y a toujours eu de la violence. Et il y a toujours eu la police pour faire respecter l'ordre républicain. Quand les représentants de la République sont entourés des gens qui font ces mêmes violences-là, alors il faut se poser une question. On est dans une escalade. Vous savez, une escalade de violence qui s'est passée aussi... Non, allez-y. Non. Okay. Allez-y. Donc déjà, vraiment, il y a une escalade de violence dans le sens où on a des députés qui sont attachés à ces personnes violentes-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais un peu ironiser, mais j'ai du mal en fait avec la douleur des familles. Ne le faites pas. Je veux pas le faire, mais on voit qu'il y a une instrumentalisation politique autour de ce sujet, et c'est dommage parce que au final, pour une question qui est nationale, un débat qu'on aurait pu mener
en discutant, en dialoguant, on se retrouve à enterrer des jeunes garçons. Et ça fait toujours mal, surtout pour quelqu'un comme moi, plus sage de ce plateau. qui a ces derniers mois enterré des copains et des frères d'armes. Donc évidemment, c'est triste. Et nous accueillons pour en parler Lauriane Bernard du média Frontières, que vous connaissez très bien sur cette antenne. Bonsoir Lauriane Bernard, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Alors, est-ce que vous approuvez les déclarations de Rachida Dati qui ont introduit ce débat, qui accuse toute la gauche dans le drame de la mort de Quentin ? Oui, effectivement, pour ma part, vous savez, chez Frontières, on a quand même sorti un magazine et on a fait un travail d'enquête sur la Jeune Garde et sur Raphaël Arnaud. Et dans ce magazine, on démontre les liens entre la France insoumise et la Jeune Garde. Et s'agissant de Raphaël Arnaud, vous savez, on rappelle souvent sa triple fiche S, mais notre média a quand même révélé qu'à l'heure actuelle, Raphaël Arnaud est condamné pour violence en réunion. Et ce sont des faits qui se sont déroulés en 2021. Il a eu une première condamnation en première instance en 2022. Il a ensuite été élu député. Et la France insoumise ne peut pas, si vous voulez, ne pouvait pas ignorer ces faits au moment de le coopter au sein de la France insoumise. Et aujourd'hui, on assiste à plusieurs choses. Déjà, il y a une opération un peu de victimisation de la France insoumise. Ils sont victimes et se défendent. Et comme ils sont victimes des nazis, alors on a le droit de se défendre face aux nazis. Oui, c'est exactement cette rhétorique. Si vous voulez, on retrouve la même rhétorique après l'assassinat de Charlie Kirk. C'est vraiment, ils sont dans une démonstration d'autodéfense. On a le droit de se défendre contre les nazis et tout est permis, la violence est permise. Aujourd'hui, la France insoumise essaye un peu de se désolidariser de la Jeune Garde. J'ai vu qu'ils essayaient de retirer les logos de leur site internet. La France insoumise a toujours soutenu le groupuscule de la Jeune Garde, s'est très vite opposé à sa dissolution et la France insoumise et les membres de la France insoumise gravitent avec d'autres membres de la Jeune Garde. C'est documenté et on peut trouver ça facilement en ligne. Si vous voulez, il y a des députés qui s'affichent avec des membres de la Jeune Garde depuis très longtemps. On a par exemple le député LFI Carlos Bilongo qui s'entraîne à la boxe avec des membres de la Jeune Garde de Strasbourg. Tout récemment, je pense à la députée Anis Belwassa Cherifi qui est venue à l'Assemblée nationale en arborant un t-shirt aux couleurs de la Jeune Garde pour s'opposer à la dissolution. Donc non, il y a vraiment des liens très 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 proches entre la Jeune Garde et la France insoumise. Lauriane Bernard, aujourd'hui, il y a des élus de gauche comme François Hollande qui a donné une interview ce matin et il lâche totalement LFI. Il tente de faire oublier l'alliance du Parti socialiste aux législatives, et d'autres continuent d'assumer les liens avec la Jeune Garde. Et il y a pire encore, parce qu'il y a certains militants sur les réseaux sociaux, et vous savez très bien de qui je parle, un célèbre, on va dire, analyste du discours qui fait des lives sur les réseaux sociaux, qui a rigolé de la mort de Quentin. Oui, c'est terrible. Mais encore une fois, c'est cette rhétorique de toujours vouloir assumer la violence. Et vraiment, ça va être très difficile pour la France insoumise de nous faire croire qu'il n'y a pas de proximité avec la Jeune Garde. La preuve en est, ils ont quand même fait rentrer Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale, alors que c'est le dirigeant de ce groupuscule. Donc, c'est pratiquement impossible de dire que les liens entre la Jeune Garde et la France insoumise n'existent pas. Et encore une fois, nous, dans notre magazine et tout au long de notre travail journalistique, on prouve depuis longtemps que la Jeune Garde est un groupuscule très violent qui s'en prend à des militants de droite, notamment des militants étudiants. On parle de gens quand même qui agressent à l'arme blanche, qui sont cités dans les PV, qui sont il y a des plaintes déposées, des plaintes qui n'aboutissent pas toujours malheureusement, mais les noms de ces gens sont quand même cités dans des agressions très graves. Merci beaucoup, Lauriane Bernard, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Gérard Mordia, j'aimerais vous entendre sur François Hollande. Parce que là, peut-être sûrement que je vais aller un peu dans votre sens. François Hollande, il est quand même assez culotté. Parce que lorsqu'il s'agit d'aller se faire élire sous l'étiquette du nouveau Front populaire, il n'y a pas de problème d'avoir le logo de la Jeune Garde, il n'y a pas de problème d'avoir le logo LFI, parce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est un peu dans le giron des LFI. Mais quand il faut aller se faire élire et ne pas avoir un candidat LFI face à lui en Corrèze, il est bien content. Mais quand il faut se solidariser avec la France insoumise,
qui se prend donc cette vague que vous dénonciez tout à l'heure, et là, François Hollande, ah non, c'est fini la France insoumise, oh, ça y est, on n'en veut plus. Vous savez, François Hollande a un grand mérite, c'est d'avoir éradiqué le Parti socialiste. Il est arrivé au pouvoir avec tous les pouvoirs et il est sorti, il n'en avait plus aucun. Et donc c'est terrible, c'est la caricature de ce qu'on appelle la gauche de droite. C'est un homme de droite qui a été... On n'attendait pas énormément de son action politique, mais on pensait qu'au moins, ne serait-ce que pour les services publics, il les ramènerait au niveau qui doivent être les leurs. Il a fait pire que Sarkozy. Donc on a un trio maudit qui est Sarkozy, Hollande, Macron. Et Hollande, tout simplement, est un politicien qui... suivant le vent, soudain est d'un côté, soudain est de l'autre, et qui n'a jamais été réellement un homme de gauche. C'est pas plus simple d'admettre que le LFI a franchi une ligne rouge qu'il n'aurait jamais dû franchir, au lieu d'aller accuser à droite et à gauche. Mais d'un autre côté, vous comprenez qu'il y a une partie de leur électorat, qui vote peut-être pour des mesures sociales, pour l'augmentation du SMIC. Le Front populaire, voilà, la classe sociale, exactement. la justice, l'égalité sociale, la gauche. Il y a une autre partie de l'électorat de la France insoumise qui est aussi attirée par le côté sulfureux de la France insoumise. Eux, ils ne cherchent pas spécialement à se dédiaboliser. La diabolisation, en tenant ce genre de discours, ils arrivent à attirer des électeurs vers eux, des jeunes qui sont attirés par ce discours-là. Et c'est révoltés. Et honnêtement, c'est le jeu de la politique aussi. C'est le jeu de la politique, mais après, il faut toujours savoir mesurer, prendre la bonne mesure de comment est-ce qu'on attise les foules ou est-ce qu'on a vraiment un vrai programme qui n'est pas seulement basé sur la haine raciale. Merci à tous les quatre pour vos arguments lors de ce débat sur la France insoumise, la gauche française et la mort tragique de Quentin. Et merci à Lauriane Bernard d'avoir accepté notre invitation. Et demain, la sortie du nouveau numéro de Frontières sur, hasard du calendrier, les brebis galeuses de LFI. Passons tout de suite à l'interview du tac au tac. Un peu plus de légèreté, une interview avec une cédille ou sans cédille à garçon. Bonsoir Laure Cohen, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Dans Ça se débat sur iTunes News. Vous êtes connu avec votre nom d'artiste, Coxy, et votre tube des années 2000, Garçon, que je vous avoue avoir en tête depuis la lecture de cet article de Paris Match. Alors, première question pour nos téléspectateurs, mais qu'est-ce que vous devenez depuis Garçon ? Je suis coach en prise de parole et je sillonne les entreprises françaises. Voilà, je coach des dirigeants, je coach des entrepreneurs, des artistes, des avocats. Voilà, mon public est très très large. Les clients que j'ai la chance d'accompagner et qui me font confiance sont vraiment des gens très très différents. Et voilà, c'est dans ça aujourd'hui que je m'éclate. Et vous êtes dans l'actualité, comme je le rêvais tout à l'heure, parce que nos confrères de Paris Match ont annoncé que vous avez rejoint Sarah Knafo dans la course à la mairie de Paris. Alors, pourquoi cette candidate et pas une autre candidature, Rachida Dati, quelqu'un d'autre ? Parce que je trouve que c'est la seule candidate qui a un programme. Déjà, c'est la seule candidate qui a un programme tout court. Et c'est la seule candidate qui a un programme crédible, qui a un programme qui me redonne du baume au cœur, qui me redonne envie. Je trouve que Paris a perdu de sa superbe. Je trouve que ça n'aurait jamais dû arriver. Et aujourd'hui, les Parisiens n'en peuvent plus. J'en fais partie. Je suis une citoyenne, une Parisienne, et c'est à ce titre que je m'engage. Comme vous le savez sans doute, je m'engage sans étiquette. Je rejoins ce programme parce que c'est le programme le plus clair, le plus précis, notamment pour aborder des sujets très, très précis sur la petite enfance. Moi, j'ai un petit garçon de 2 ans que je laisse tous les jours à la crèche et avec la peur au ventre parce que je le laisse tous les jours à quelqu'un de différent, parce qu'il y a des problèmes de recrutement. Et Sarah propose des mesures concrètes, applicables immédiatement. Alors, il y a des mesures également qui seront applicables sur plus long terme, mais elle a des mesures qu'elle va appliquer et qu'elle peut appliquer tout de suite. C'est un programme qui est concret, qui est chiffré et qui est travaillé. Et je trouve que c'est la seule à avoir fait ce travail. Laure Cohen, il y a 20 ans, lorsque j'écoutais votre morceau, Garçon, il passait sur Skyrock à l'époque. N'est-ce pas un grand écart de passer tout de même de Skyrock à Knafo ? Alors, bizarrement, Skyrock n'a jamais voulu le passer. On se demande pourquoi. Ils ont passé la parodie. Ils m'ont harcelé à l'époque. Oui, la parodie, c'était Gare au thon. Gare au thon, qui n'était pas très brillante, mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Donc en fait, Skyrock, n'a jamais voulu passer mon titre
pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui. Et voilà, après, ce que je fais aujourd'hui, ce que je faisais il y a 20 ans, évidemment que c'est différent, évidemment que j'ai évolué, encore heureux que j'ai évolué. Et que voilà, j'ai continué mon parcours. Aujourd'hui, moi, j'ai une mission, c'est d'accompagner les gens, c'est d'aider les gens, c'est de solutionner leurs problèmes. Et c'est ça que je veux faire avec Sarah. Aux côtés de Sarah, je veux solutionner les problèmes des gens. Et des habitants du 14e, en l'occurrence. Mais lorsqu'on réécoute le morceau Garçon, à l'époque tout de même, vous dénonciez aussi certaines incivilités, certaines dragues de rue lourdes. Et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, donc le morceau est sorti il y a 20 ans, est-ce que c'est de pire en pire à ce niveau-là, dans les rues de Paris, la drague lourde, les filles qui ne peuvent pas sortir? On a vu Sarah Knafo qui a fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Je pense que c'est de pire en pire, évidemment. Et je pense que quand je l'ai dénoncé à l'époque, on m'a tapé sur la tête comme une gentille petite fille mignonne en me disant « Oh, mais elle fait du buzz, bah alors comment vous avez fait le buzz sur Internet ?» etc. Et en fait, on ne m'a parlé que du buzz sur Internet. On ne m'a pas parlé de la chanson, on ne m'a pas parlé du sujet, on ne m'a parlé que du buzz sur Internet. Donc oui, je pense que c'était à l'époque déjà un énorme problème, puisqu'à l'époque, des milliers de femmes m'ont écrit « Merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas et ce qu'on vit, et merci de dénoncer. » Et aujourd'hui, c'est encore d'actualité, malheureusement. Malheureusement, et je pense que Sarah est une personne qui est vraiment capable et qui est brillante et qui a les capacités de régler les problèmes, de mettre les Parisiens en sécurité. Et c'est quelque chose voilà, qui me touche profondément. J'aime son programme, j'aime la manière brillante qu'elle a de l'expliquer et simple. C'est ça que j'aime chez Sarah. Une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Sarah, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est une candidate qui est dans son temps, elle est moderne, elle a 32 ans, elle est connectée à la vraie vie, elle est moderne aussi dans le fait que c'est la seule candidate qui intègre l'IA et qui intègre les nouvelles technologies dans son programme et dans sa manière, la manière dont elle veut gérer Paris. Donc pour moi, il n'y a même pas photo en fait. Pour moi, il y a une candidate et c'est Sarah Knafo. Une question rapide pour revenir sur votre morceau. Est-ce que vous avez conscience, ou vous aviez conscience à l'époque d'avoir autant marqué une génération avec Garçon? Alors, à l'époque, non, j'en avais pas conscience. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que j'ai pas marqué une génération, j'en ai marqué plusieurs. La chanson, elle a 20 ans. Aujourd'hui, je croise des enfants de 7 ans, de 8 ans qui la connaissent par cœur. Partout où je vais, on connaît cette chanson encore aujourd'hui et elle est d'actualité et on m'en parle tout le temps. C'est quelque chose d'incroyable. Alors non, bien sûr que je ne pouvais pas réaliser à l'époque que ça allait arriver, mais en tout cas, je suis fière que ça soit arrivé. Merci beaucoup, Laure Cohen, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. À très vite. C'est l'heure de la carte blanche de Julien Assal. Vous êtes prêts? On est prêts au pire, on est toujours prêts. Vous êtes prêts? Parce qu'en fait, Julien Assal, vous allez voir, il est supporter marseillais, mais comme tous les supporters marseillais, il aime bien porter parfois des maillots d'autres équipes. Parce que les supporters marseillais vont au Vélodrome avec des maillots de Chelsea, etc. Lui, vous allez voir, il a un maillot de l'Atlético de Madrid. C'est parti. Oh non! Et oui, bonsoir tout le monde. Allez, Raphaël, à Marseille, pour faire passer un message politique, ils choisissent pas le petit mur discret derrière le Lidl. Non, ils choisissent le spot iconique. Voilà, celui que tout le monde voit. Et oui, tu roules tranquille, Joule dans l'enceinte. Et là, bam, les LED Marseille ont été relookés aux couleurs du drapeau palestinien. Apparemment, ce serait lié au jumelage de Marseille avec Haïfa. Pourtant, normalement, un jumelage, c'est des échanges culturels, des voyages scolaires. Mais à Marseille, même un jumelage devient un classico. Voilà, alors moi, je suis supporter de l'OM, pas ministre des Affaires étrangères. Déjà que je perds 5 ans d'espérance de vie à chaque match, surtout quand on prend un but à la 147e minute du temps additionnel. Et mon seul conflit officiel, c'est avec Paris. Voilà, le reste, je regarde comme tout bon Marseillais, en commentant fort, en brassant de l'air, mais sans toucher aux LED géantes. Ah, parce que les LED Marseille, c'est sacré. Voilà, c'est notre Hollywood à nous, on touche pas au décor. Après, bon, on est à Marseille. Demain, on parlera d'autre chose. Du mercato. Voilà, parce que les vraies urgences, c'est quand même le prochain match de l'OM. Allez, on traverse la Méditerranée, et là, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui débarque à Alger pour renouer le dialogue avec les Algériens. Mission impossible. Voilà. Et du coup, je demande où est passé Macron? En visite d'État en Inde. Voilà. Le président en Inde, le ministre de l'Intérieur à Alger. On dirait pas un gouvernement, on dirait un escape game géopolitique. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit ça parce que j'ai un escape game ce soir. Allez, à demain, Raph. Gérard Mordia, un ministre en Algérie, Emmanuel Macron en Inde, c'est un escape game politique? Oui, ben la formule est très amusante, c'est très bien, il a raison. Il faut toujours se moquer des politiques. Vous avez raison. Rachel Bourlier, je vous ai entendu, parce que vous êtes supporter du FC Barcelone, là il portait un maillot de l'Atlético de Madrid. Peut-être vous voulez réagir à ça, ou peut-être
que vous voulez réagir à cette interview avec Coxy, qui est quand même, c'est assez original tout de même. 20 ans après ce morceau qui a marqué toute une génération, Garcon, si t'enlèves la CD, ça fait Garcon, Garcon, ma fille, qui mettait... Allez-y Rachel, je vous écoute. Gare au con, si t'enlèves la cellule, ça fait garçon, mais gare. Je peux la chanter, hein. Ça fait garçon, mais gare au con, ma fille, gare au con. Ah, non, mais j'aime beaucoup. Non, mais il connaît pas. Non, mais c'est intéressant parce qu'on se demande pourquoi elle a eu envie de s'engager. Bon, après, c'est un choix. On avait plein de questions à lui poser. C'est vrai qu'elle a marqué une génération. Je la connais un peu. J'avais eu le plaisir de l'interviewer il y a quelques années. Donc, c'est vrai que, voilà, on va suivre ça de très, très près. Mais pourquoi il n'a pas mis un t-shirt du Barça? Il m'agace. Mais bon, il est tellement drôle. On l'aime beaucoup. Mais bon, on aime Griezmann aussi, donc ça va. Mais je vais lui tirer les oreilles. Écoute. Merci à tous les quatre ainsi. Sachez, c'était merci cette émission. Merci beaucoup Gérard Mordia d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Rachel Bourlier, Amir Badran, Nathanaël Slama. Bonsoir. Tout de suite, le journal de 22h présenté par Myrim Aman. Et à 22h30, vous avez rendez-vous avec votre émission préférée. C'est laquelle? C'est Défense avec Mathias Simbar, évidemment. Bonne soirée à tous. Un petit mot. Ramadan. Bonne fête, exactement. À tous nos téléspectateurs musulmans, une bonne fête du Ramadan. Vous avez bien raison de le dire. Bonne soirée sur les 24 News.